Alors je vais vous parler de pêche, je vais vous parler d'un secteur qui est un secteur en crise. Et je crois qu'un retour sur l'histoire des techniques halieutiques me semble d'actualité pour comprendre la genèse, l'origine des impasses actuelles, mais aussi pour nourrir la réflexion que nous devons mener, et il y a urgence, sur les futures pêches durables dans notre mer intérieure. Je dirais que, contrairement, et je commencerai par là, contrairement à une idée souvent répétée, l'histoire des techniques halieutiques en Méditerranée n'est pas une histoire immobile. C'est la raison pour laquelle, et c'est quelque chose, mes étudiants le savent bien, je le leur martèle tous les ans, c'est la raison pour laquelle l'utilisation du terme pêche traditionnelle est à proscrire absolument. Alors, on la retrouve parfois dans certains ouvrages grand public, de qualité par ailleurs, mais la question d'une pêche, la possibilité d'une pêche traditionnelle, c'est quelque chose qui me semble impossible, qui me semble inacceptable, et je vais essayer de vous montrer pourquoi aujourd'hui. Dans les faits, ce que l'on observe en Méditerranée, au sein du secteur des pêches, c'est une série de mutations radicales depuis 500 ans. Je vais organiser ma communication de la manière suivante. Je vais vous présenter en deux temps les mutations successives qu'ont connues les pêches méditerranéennes jusqu'à aujourd'hui. Et puis je garderai la dernière période de cette communication pour qu'on réfléchisse un peu ensemble, et peut-être ça nourrira les questions à la fin de la conférence, sur la situation aujourd'hui, les défis et les perspectives qui s'offrent aux pêches dans les 2 décennies qui viennent. Alors on va commencer par ce qui est, je crois, le moment où la pêche méditerranéenne connaît un basculement important, un de plus, et je vais commencer par vous parler de ce qui se produit entre la fin du Moyen-Âge et la fin de l'époque moderne, c'est-à-dire en gros entre le XVe siècle et la Révolution française, le XVIIIe siècle. C'est une période durant laquelle des mutations très importantes se sont produites. Alors elles sont passées longtemps inaperçues. Et pourtant, il me semble qu'elles sont d'une ampleur bien supérieure à celles qui se produisent durant les mêmes siècles dans les campagnes méditerranéennes. Ces innovations, elles font suite à une période de repli, de déclin des pêches méditerranéennes. Vous savez que à la fin de l'Empire romain, au moment où l'Empire romain disparaît, on assiste sur nos rivages à un recul de la pêche maritime, un repli des activités de pêche dans les eaux lagunaires ou continentales. L'historienne Maria Lucia de Nicolo, qui est une grande spécialiste des pêches en Italie, parle de continentalisation des pêches méditerranéennes. Et je crois qu'effectivement, on assiste en gros entre le 5e siècle de notre ère et le 15e siècle à un repli en fait sur des espaces qui sont des espaces intérieurs ou vraiment littoraux. Au 15e siècle, on assiste dans notre région et sur les bords de la Méditerranée à un mouvement de reconquête de la mer ouverte. C'est-à-dire que les populations vont de nouveau prendre le contrôle des espaces de mer ouvertes, avec une série d'innovations. Première innovation, ça se passe au XVe siècle et ça se passe à Marseille et pas ailleurs. C'est l'invention d'un filet complètement nouveau, qui n'a jamais existé. Ce filet nouveau, c'est le sardinal. C'est un filet qui est un filet flottant, un filet dérivant, je vais vous en montrer des images, qui est destiné spécifiquement à la pêche aux petits pélagiques, sardines, à lâche, attérines, chinchard, bogue, petits pélagiques ou petits poissons, qui sont nombreux, très nombreux, on y reviendra au XVe siècle, les stocks sont très importants, la biomasse est très importante, et cette invention du filet dérivant, qu'on appelle le sardinal, va révolutionner en quelque sorte les sociétés littorales. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sardinal? C'est une nappe d'une longueur variable. À Marseille, elle faisait plus de 100 mètres de long.
qui comportait des mailles de forme carrée, donc constituées de lin ou de chanvre noué, des mailles qui avaient en principe moins de 12 mm de côté, hein, donc on a affaire à des mailles qui sont réduites. Et c'est une pêche qui obéissait à un rythme très saisonnier, hein. Le sardinal était utilisé à partir du XVe siècle, en gros de mars à octobre. C'est un filet qui était calé 2 fois en 24 heures, au coucher du soleil. On appelait ça la calaison de prime, et donc les sardines de prime. Et puis au lever du soleil, c'était la calaison d'aube, et les consommateurs parlaient des sardines d'aube. D'ailleurs, jusqu'à une date récente, les amateurs de poissons, ceux qui achetaient du poisson, qui achetaient des sardines fraîches, avaient à cœur de se faire préciser par le vendeur si la sardine était de prime ou d'aube. Parce que, bien évidemment, la sardine d'aube était bien plus fraîche et de meilleure qualité. C'est une culture du poisson qui était celle des habitants de ce littoral il y a encore une cinquantaine d'années, qui aujourd'hui a quasiment disparu des connaissances des populations. Alors ce filet, ce sardinal, il a une origine provençale. Dès qu'il apparaît, cela se traduit dans le golfe de Marseille par des affrontements. Les premiers affrontements que l'on repère dans les textes, ils ont lieu devant la Ciotat, devant l'île Verte, précisément, parce que les patrons marseillais vont caler le sardinal près de la côte, et ça gêne les pratiques anciennes des pêcheurs de la Ciotat. En particulier, ça les empêche de profiter des postes à essogues. Les sogues, c'est la seine de plage, c'est une technique qui est utilisée depuis l'Antiquité. C'est un filet tiré donc de la plage. Alors il faut évidemment des conditions particulières, des fonds de sable, des profondeurs pas trop importantes, mais c'est une pêche importante, communautaire, collective, qui fait vivre des dizaines de familles, et l'apparition du sardinal gêne en fait la pratique de l'essogue. Donc il y a des conflits. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que le littoral marseillais a joué un rôle de noyau initial d'expérimentation, puis de pôle de diffusion du sardinal dans le reste de la Méditerranée. Alors on peut s'interroger sur le sens de cette innovation et le sens aussi de sa rapide diffusion. Ce qui semble déterminant dans l'innovation, hein, vous savez que l'innovation, elle est rarement autonome, elle est souvent une réponse à un besoin. Ce qui semble déterminant dans l'invention du sardinal, c'est la crise que connaît la Provence au XIVe siècle et au début du XVe siècle. On a affaire à des siècles de guerre, d'épidémies, de déprises agricoles, de déprises rurales, et donc il y a des difficultés alimentaires, et on a le sentiment que les communautés maritimes ont apporté une réponse très pratique en fait aux nécessités d'approvisionner les marchés. Alors c'est une thèse qui n'est pas nouvelle, celle que je vous dis ici. Elle avait été avancée non par une historienne mais par une géographe dès les années 1950, une géographe qui s'appelait Yvette Barbazza et qui avait à l'époque rédigé sa thèse sur la Costa Brava. Et c'est une thèse qui est aujourd'hui reprise. Bon, je fais partie des gens qui en sont partisans, mais on se retrouve là-dessus assez d'accord avec des historiens catalans des pêches. On a le sentiment que l'embellie des pêches méditerranéennes, elle s'est nourrie en quelque sorte des crises démographiques, des crises politiques, des crises sanitaires. Et il y a une chose sur laquelle il faut insister, mais je ne reviendrai pas dessus, je vous le dis, c'est cette croyance qu'on retrouve souvent dans les ouvrages, selon laquelle le renouveau des pêches en Méditerranée, à l'époque moderne, serait lié à la contre-réforme, au Concile de Trente, à la réactivation des interdits alimentaires. Dans les faits, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Parce que lorsqu'on regarde la chronologie, on s'aperçoit que toutes les grandes innovations sont antérieures au XVIe siècle. Donc les populations n'ont pas attendu, si vous voulez, des préceptes religieux pour réactiver en fait les économies de pêche littorale. Bon, dans tous les cas, ce sardinal présente une productivité absolument extraordinaire. Il faut imaginer un stock de sardines dans le golfe de Marseille qui est quasiment vierge de tout prélèvement anthropique significatif. On tombe parfois dans les sources sur des témoignages tout à fait délicieux. Par exemple, celui d'un patron marseillais, d'un patron pêcheur marseillais. Nous sommes en 1566. Et il affirme que, je le cite, hein, c'est
C'est abusé de croire qu'on puisse dépeupler la mer en les prenant, sous-entendu les sardines. Il en est de ces poissons en mer comme des cailles et des becs-figues en terre. C'est tout à fait intéressant, et au-delà des questions maritimes ou des écosystèmes marins, le bec-figue, c'est la fauvette des jardins. Et visiblement, au XVIe siècle, les fauvettes dans les jardins étaient littéralement innombrables. Bon, en tout cas, la productivité de cette technique explique qu'elle se soit diffusée très rapidement vers la Catalogne et vers le golfe Ligure. À la même période, aux mêmes époques, on assiste à une deuxième innovation. Cette deuxième innovation, c'est la diffusion, la mise au point de filets traînants adaptés à la pleine mer. Alors, ce sont les ancêtres des chaluts actuels. Ce que j'appelle le filet traînant en mer, c'est une forme de chalut. On les voit apparaître dès le XVe siècle. Ce sont des adaptations, en fait, de la Seine. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la Seine et on va adapter la Seine à la pêche en mer. Alors, le premier filet traînant qui apparaît dans le golfe de Marseille, c'est le tartanon, c'est-à-dire, en fait, un chalut qui est attaché à la poupe et à la proue du navire et qui est traîné en laissant dériver, en fait, le navire, le bâtiment par vent de travers. Alors, c'est un système qui fonctionne, mais qui présente d'énormes inconvénients. En particulier, le navire perd toute maniabilité. C'est une pêche qu'on ne peut pratiquer que l'été, parce que l'hiver, avec la houle, c'est beaucoup trop compliqué. On embarque de l'eau, on risque de couler. Donc, très vite, les pêcheurs vont imaginer un système beaucoup plus maniable, efficace, c'est le gangui. Le fameux gangui qui existe encore aujourd'hui. Les Catalans l'appellent gangui, les Italiens vont l'appeler strascico. Ce sont des techniques qui sont toutes les deux, le tartanon et le gangui, indissociablement liées à l'apparition d'un bâtiment nouveau, plus important que ceux qui existaient jusque-là. C'est un bâtiment qui jauge entre 30 et 50 tonneaux. C'est la tartane, bien évidemment. La tartane qui apparaît dans les chantiers navals de Martigues, fin XVe siècle. Elle apparaît, là aussi, vous le voyez, dans notre région. Les Italiens, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, ils appellent les tartanes, au XVIe siècle, martingane. Martingane, c'est-à-dire les bateaux de Martigues. Ces instruments de pêche, ces nouveaux filets et la mise au point de la tartane vont permettre en fait une diffusion de ces filets nouveaux dans toute la Méditerranée occidentale, à partir du golfe de Marseille. Vous voyez, l'innovation a lieu dans le golfe, et puis à partir de là, cela va rayonner en direction, par exemple, de Gaeta, au nord du royaume de Naples, ou encore en Catalogne. Je crois que l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin du XVe siècle, au moment où commence l'époque moderne, nous avons affaire à des communautés de pêche en Méditerranée occidentale qui n'ont jamais disposé d'une telle diversité d'engins pour pêcher. Alors avec des conséquences qui sont importantes, je vous les cite rapidement. D'abord, on a affaire désormais à une offre en poissons frais qui, à certains moments de l'année, dépasse les possibilités de la consommation. Ce qui veut dire que cette offre en poissons frais va se traduire par des activités de conditionnement du poisson, et on va voir de la Catalogne jusqu'à l'Italie des ateliers de salaison se développer. La deuxième conséquence, c'est l'effet multiplicateur sur les capacités de pêche. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place. On dispose désormais de sardines. Cela veut dire que ces sardines, on va pouvoir s'en servir, y compris pour pêcher, et c'est le moment où explose l'usage de la palangre sur nos littoraux. Jusque-là, les palangres étaient calées avec des appâts blancs, de la sèche, essentiellement, ou du poulpe, parfois, vraiment, dans certains cas, du foie de chat. Les textes nous disent qu'on attrapait les chats, on leur ouvrait le ventre, on récupérait le foie et on calait avec ça. Désormais, on a des sardines, tant mieux pour les chats, et donc la palangre va pouvoir se diffuser. Et puis, troisième conséquence, ce sont les tensions intercommunautaires, les tensions sociales. Parce que, dans les faits, les filets dont je viens de vous parler, ce sont des filets qui coûtent cher, et donc il va y avoir des patrons qui pourront se les payer et d'autres qui ne pourront pas se les payer. Et comme ces filets vont concurrencer les pêches les plus anciennes, en particulier les sogues,
vous allez avoir des pêcheurs qui vont rester en quelque sorte sur le bord du chemin ou sur la plage et qui vont se retrouver ruinés par l'essor des techniques nouvelles. Enfin, dernière innovation, extrême fin de l'époque moderne, XVIIIe siècle, et on parle toujours de celle-ci alors qu'elle arrive vraiment après coup, c'est la mise au point de la pêche au bœuf. La mise au point de la pêche au bœuf. Alors là, je dirais, on a le nec plus ultra de la traîne en mer, parce qu'on a désormais 2 bâtiments qui traînent le même filet, 2 bâtiments qui sont des bâtiments plus petits que les tartanes, relativement faciles à construire, moins chers, et ce filet bœuf va lui aussi accélérer en quelque sorte les tonnages, les prises, parce qu'il est très très efficace. Alors c'est un procédé qui n'est pas marseillais. C'est un procédé qui apparaît dans le delta de l'Èbre, mais qui très rapidement va se diffuser. On le trouve en Catalogne en 1722, et puis très vite on le trouve quelques années après, mais 2 ans après, en Languedoc, en Provence. Les lois l'interdisent partout, c'est-à-dire que partout où le filet bœuf apparaît, vous avez des ordonnances, des arrêtés, des principautés qui interdisent l'usage du bœuf. Et pourtant, le bœuf se diffuse. Alors, là aussi, comment expliquer cette diffusion? L'explication, elle est très simple, c'est que vous avez des marchés alimentaires de plus en plus exigeants. Marseille passe de 70 000 habitants à la fin du XVIIe siècle à 130 000 habitants. La Catalogne passe de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Il faut nourrir ces gens. Or, le chalut tel qu'il apparaît ici permet d'approvisionner efficacement les marchés. Et ce à quoi on assiste à ce moment-là, parce qu'on prélève de plus en plus sur le milieu, c'est à l'émergence de l'idée du déclin de la ressource. C'est une idée qui est tardive, elle apparaît en fait au XVIIIe siècle. On voit apparaître une rhétorique, je dirais, de la surexploitation. On la trouve dans l'œuvre d'érudits locaux. À Marseille, nous avons un texte très précieux, c'est le texte d'un père dominicain qui est Antoine Minck, qui était aumônier au château d'If, et qui nous a laissé un traité sur le golfe de Marseille, dans lequel il dénonce justement la surpêche. Mais on la trouve aussi dans toute l'Europe, chez les illuministes italiens, les penseurs de la raison en Italie, ou encore dans les thèses conservationnistas en Espagne. Bon, par exemple, la grande encyclopédie de Antonio Sáenz Recart, qui est l'équivalent d'un Duhamel du Monceau, c'est le grand encyclopédiste des pêches espagnol pour le XVIIIe siècle, eh bien, son encyclopédie est traversée littéralement par cette thématique de la surexploitation. Alors, en tant qu'historien, c'est quelque chose qui nous intrigue un peu. Est-ce qu'on a affaire à un discours qui est induit par les changements et le bouleversement social? Est-ce qu'il y a derrière ce discours une réalité qui serait celle réellement d'une perte de la ressource, d'un appauvrissement de la ressource? Alors je dirais qu'il y a 2 éléments à avoir en mémoire. D'une part, la perception du déclin, elle est parfois liée à des raisons naturelles. Bloom, ou à l'absence de bloom plutôt, phytoplanctonique, elle est liée à des micro-oscillations climatiques. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on regarde un peu les alarmes qui sont lancées par les communautés à propos des stérilités, ce que les pêcheurs appellent les stérilités de la mer, on s'aperçoit qu'elles tombent toujours aux mêmes dates, que l'on soit en Catalogne ou à Collioure ou à Antibes ou à Marseille. On a des années, on repère des années dans le siècle 1709, 1729, 1749, 1788, 1789, c'est toujours les mêmes années. Et ce sont toujours des années où les hivers sont très très froids, accentués en fait par les effets du petit âge glaciaire. Alors, il y a certainement, si vous voulez, cette déformation-là, ce travers-là, c'est-à-dire on a affaire à des gens qui considèrent que les sardines ne sont plus là, donc mécaniquement ils se disent c'est parce qu'on les a trop exploitées. Mais ne nous arrêtons pas à ça. Je crois que ce serait s'arrêter à la moitié du chemin. Le discours sur le dépeuplement, il repose sans doute aussi sur une baisse réelle de la ressource par surexploitation. Il faut tenir compte, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, des effets du chalutage sur l'étage infralittoral. La pêche au bœuf
elle a inauguré dans le golfe de Marseille une réalité qui est celle aujourd'hui des pêches mondiales, c'est-à-dire les pêches accessoires. J'ai pu calculer qu'à Marseille, en 1835, 3 décennies après la Révolution, les bateaux bœufs rejettent 10% de leur prise dans le Golfe. 10%. C'est un chiffre qui n'est pas invraisemblable. Hein. Pensez aujourd'hui au tiers des tonnages qui sont jetés par-dessus bord, par les pêches mondiales. Donc on a là un gaspillage de la ressource et on a aussi des navires qui effectuent des traits de chalut à des vitesses qui sont celles des chaluts benthiques actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chalutier qui traîne un chalut benthique, il fait du 2 nœuds en moyenne. Eh bien, les textes de l'époque nous permettent de vérifier que ces bateaux avançaient dans le Golfe ou ailleurs, en Languedoc, à une vitesse moyenne de 2 nœuds. Donc, les dégâts qui sont commis aujourd'hui par les chalutiers, il n'y a aucune raison de penser qu'ils n'ont pas été commis à l'époque par ces bateaux bœufs. On en arrive au deuxième temps de ces mutations, la période contemporaine. Il y a 2 phénomènes généraux qui se produisent au sein des pêches méditerranéennes à partir du XIXe siècle. Le premier phénomène, c'est la dilatation horizontale des espaces de pêche. Le sardinal, la traîne vont se diffuser parallèlement à l'action coloniale sur la rive sud de la Méditerranée. On voit apparaître la traîne dans le golfe de Tunis en 1835, à un moment où la régence de Tunis est très affaiblie. Cette traîne, elle est adaptée à la pêche aux éponges dès 1875 par les pêcheurs grecs qui sont dans le golfe de Gabès. Et les Marseillais sont très actifs dans cette dilatation horizontale. La maison Schiaffino, par exemple, qui est une maison marseillaise, qui ne fait pas que de la pêche, ils sont pluriactifs. La maison Schiaffino, en 1890, exploite 2 chalutiers à vapeur. Voilà, je passe sur cette carte qui n'est pas vraiment intéressante. Voilà, 2 chalutiers à vapeur dans le golfe d'Alger, donc au début de la décennie 1890. Alors c'est d'autant plus facile qu'on sait désormais fabriquer de manière industrielle de la glace. On a de la glace industrielle. Et donc on va pouvoir charger dans le golfe d'Alger du poisson, le placer dans de la glace et le ramener à Marseille. Alors au début, les Marseillais font un peu la moue. Ce poisson algérois est considéré comme de mauvaise qualité, puis très vite ils vont le consommer parce que de toute manière, il n'y a plus de poissons dans le golfe, où il y en a moins. Pour mesurer un peu ce que je vous dis, l'effet de ce que je vous dis, la même maison, Schiaffino, lors des 6 premiers mois de 1890, donc ils sont dans le golfe d'Alger, ils pêchent dans le golfe d'Alger, ils expédient à Marseille en 6 mois 200 tonnes de poissons congelés. Alors 200 tonnes de poissons congelés, ça ne vous parle pas, mais ça vous parlera si je vous dis qu'à Marseille, à la même époque, on consomme annuellement 2000 tonnes de poissons frais. Donc vous voyez à quel point les pêches coloniales commencent à devenir, je dirais, essentielles pour l'alimentation des marchés marseillais, d'ailleurs avec des alarmes qui sont lancées par les océanologues marseillais, Marion en particulier, qui mesure les poissons qui arrivent à Marseille, d'Alger, et qui disent on court à la catastrophe. Alors, dilatation horizontale, deuxième mouvement, dilatation verticale. Le chalutier à vapeur, puis très vite le chalutier doté d'un moteur à explosion, va rendre possible pour les patrons la conquête de l'étage circalittoral et de l'étage batial. Donc on va désormais pêcher au-delà d'une quarantaine de mètres à un moment où les ressources benthiques ou démersales sont déjà en partie épuisées sur l'infralittoral. Cette surexploitation, on ne s'en rend pas compte immédiatement parce qu'elle est masquée en quelque sorte par les bons résultats des pêches. On pêche toujours de manière plus efficace, on pêche de plus en plus loin, et donc du poisson, il y en a. Et il y en a d'autant plus qu'au XXe siècle se produisent 3 révolutions techniques. Révolution, on va le voir, dans l'engin de pêche et le navire. Révolution dans la détection du poisson. Révolution dans la valorisation des captures. Alors très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours technique là-dessus, mais
engins de pêche, commençons par les engins de pêche et les navires. Il se produit une véritable révolution en Méditerranée dans les 2 premières décennies du XXe siècle. Cette révolution, c'est l'invention d'un nouveau filet. Vous voyez, chaque fois, on invente de nouveaux filets. Ce nouveau filet, on l'appelle le ringnet. En fait, c'est la scène tournante. C'est la scène tournante pour capturer les pélagiques. Il s'agit d'un filet qui est doté d'anneaux dans sa partie inférieure, avec un câble. Et lorsqu'on a entouré le banc, eh bien, on va tirer sur le câble, on va resserrer en fait la base du filet comme un sac, et on va capturer des bancs entiers par ce procédé du ringnet. Ce sont les Italiens qui l'ont introduit en Méditerranée aux alentours de 1925, et puis très vite on le trouve en Espagne dès 1936, et puis à la fin des années 50, c'est l'engin de pêche majeur des pêcheries de pélagiques en Méditerranée occidentale. D'ailleurs, on va l'adapter au thon, on va lui donner le nom de Saint-Chol. La Saint-Chol à thon, c'est une scène tournante avec des mailles plus importantes, des sections en fait, de fils plus importantes pour capturer les thons. Donc, nouvel engin de pêche, nouveau bâtiment aussi de pêche, l'évolution des navires thoniers ou pour pêcher le pélagique, que ce soit les petits pélagiques ou les gros pélagiques, est spectaculaire. Vous voyez, 1960, la moyenne 18 mètres. 1994, on a des bâtiments de 40 mètres avec une rampe arrière pour hisser le skiff qui permet d'aller encercler les bancs. On a désormais affaire donc à des navires qui sont plus puissants, avec des coques composites plus légères, des navires qui peuvent filer du 17 nœuds et qui ont donc une efficacité sur mer qui est tout à fait spectaculaire. Alors, des modifications pour le pélagique, des modifications aussi pour le benthique ou le démersal. C'est le moment, à partir des années 50, où on voit apparaître le filet de nylon. Dans sa dernière version, ce n'est pas celle-ci, mais c'est le monofilament. Le monofilament, c'est du fil de pêche, ça ressemble à du fil de pêche, sauf que ce sont des filets. C'est tellement efficace que le premier prud'homme de Saint-Tropez me disait il y a encore 6 mois, la seule solution pour sauver les stocks, ça serait d'abandonner le monofilament. Autrement, on ne s'en sortira pas. Tellement c'est efficace. Donc, monofilament, mécanisation des bâtiments aussi, y compris les petits bâtiments. C'est l'invention de ce que les pêcheurs appellent dans le Var ou à Marseille la roue, c'est le treuil hydraulique, qui va changer complètement le travail du pêcheur, éliminer de la peine. Le treuil, il faut quand même se souvenir de l'adage qui était attaché aux palangriers en Provence autrefois. On disait des palangriers, bras d'acier, ventre de lévrier. Ce qui était assez parlant sur la pénibilité du travail. Alors, révolution dans le matériel, dans les navires, révolution aussi à propos de la détection du poisson. Ce que les Provençaux appelaient les enseignures, ces repères qu'ils prenaient par rapport à la côte en alignant de droite, ce qu'on appelle en français des amers, sont littéralement, ces amers sont marginalisés par les nouveaux moyens de détection. L'usage du sonar à partir des années 90 a apporté aux navires une efficacité considérable dans la détection des bancs. L'utilisation du radar à bande S, qui est un radar qui permet de repérer les bancs d'oiseaux qui survolent les bancs de poissons, qui est très très efficace. Et puis on en était même arrivé au milieu des années 70 à lancer la prospection aérienne. Vous aviez des petits peepers qui survolaient la mer, qui repéraient les bancs de thon, et c'était tellement efficace qu'il a fallu interdire la pratique en 2006. Donc, engins de pêche, bâtiments, moyens de détection, conservation du poisson. Jusqu'aux années 70, le thon rouge était destiné essentiellement au marché méditerranéen du poisson frais. À partir des années 80, le cours du thon s'envole, en lien avec le marché japonais. Et le résultat de ce dérapage des cours du thon, c'est la forme actuelle, c'est-à-dire le transfert vivant dans des cages flottantes de thon qui sont capturés jeunes, des juvéniles qui sont capturés et qui sont engraissés dans des parcs d'embouche qu'on trouve en Espagne, qu'on trouve à Malte, qu'on trouve en Italie.
Et puis de là, ils sont chargés sur des viviers, toujours vivants, et donc ils approvisionnent les marchés asiatiques. L'efficacité de tous ces instruments et de toutes ces techniques est telle que le thon, vous le savez, a failli disparaître en Méditerranée. Il a fallu que la Commission internationale du thon atlantique, qui travaille aussi sur la Méditerranée, impose à partir de 1998 une réduction drastique des quotas pour que les choses s'inversent et qu'on ait le sentiment que le stock pouvait se reconstituer. Donc, j'en ai fini avec ces mutations successives sur 500 ans. On va dire un mot maintenant de la situation actuelle, mais il y a une idée, je crois, par laquelle on peut conclure, c'est qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or des pêches méditerranéennes. Ce qui a caractérisé les pêches méditerranéennes depuis 500 ans, c'est la course à la productivité, c'est la logique de prédation. Et cette logique de prédation, parce qu'elle a été de plus en plus efficace, elle arrive aujourd'hui à terme. Alors, ce n'est pas politiquement correct ce que je vous dis là, je sais bien. Aujourd'hui, il est d'usage de raconter qu'il y a eu un âge d'or au cours duquel les prud'homies géraient de manière communautaire les espaces de pêche. Eh bien moi, cette gestion communautaire, en tant qu'historien, je ne l'ai jamais rencontrée. Ce que je rencontre dans les archives, c'est des conflits ininterrompus au sein des communautés, avec l'émergence d'une pêche précapitaliste dès le XVIe siècle, qui se subordonne progressivement tous les autres types de pêche, avec un salariat qui devient de plus en plus important. Alors, j'en viens maintenant à l'état actuel, à la situation. Bon, la pêche en Méditerranée française, vous le voyez, 2400 marins, 1300 navires. Sur ces navires, 10% sont constitués par la pêche industrielle, mais ce sont ces 10% qui réalisent 85% du chiffre d'affaires. Et puis une pêche artisanale, des bâtiments de moins de 12 mètres, 90% des bâtiments, qui aujourd'hui a du mal pour se maintenir. Des tonnages dont l'évolution est très inquiétante, puisque vous assistez à une décrue rapide, 2070 000 tonnes, 2014, 30 000 tonnes. Alors il faut expliquer cette évolution des tonnages qui est très préoccupante. Comment expliquer cette baisse? Eh bien, je dirais qu'il y a des facteurs cumulatifs. Premier facteur, de manière indéniable, la surexploitation. Le rendement maximum durable, c'est-à-dire la capacité pour les espèces de se reproduire et de se maintenir, de se régénérer, le rendement maximum durable est dépassé aujourd'hui dans le bassin occidental de la Méditerranée pour 96% des espèces. Voilà, 96% des espèces. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la capacité dans les 10 ans qui viennent de faire disparaître entièrement les stocks. On en est là, donc la situation est très préoccupante. Vous avez localement des stocks d'anchois et de sardines, par exemple dans le golfe du Lion, qui ont subi des changements drastiques ces dernières décennies, avec en particulier diminution de la biomasse, le stock se réduit, mais surtout changement dans la structure en âge et en taille de la population. Et ces changements dans la structure des populations se traduisent par une réduction, une diminution des tonnages de capture. Alors, surexploitation, oui, on pourra y revenir au cours de la conversation, mais qui concerne d'ailleurs toutes les espèces, ou presque. Deuxième facteur de la crise des pêches, les concurrences d'usage. Là aussi, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Les activités touristiques, l'urbanisation du trait de côte ont provoqué la multiplication de ce qu'on appelle les réclamations. Les réclamations, ce sont tous les aménagements qui sont gagnés sur la mer. Parking sur des terre-pleins, ports, etc. Et ces réclamations se sont traduites depuis 40 ans par une accélération de la destruction des herbiers de Posidonie, par des rejets de sédiments en mer qui ont altéré les écosystèmes. Bon, vous avez ici un exemple d'un désastre environnemental, c'est le port de la Pointe-Rouge. Voilà le genre de choses qu'il n'aurait pas fallu faire, clairement. Alors, concurrence d'usage par les réclamations, concurrence d'usage aussi, ça va faire grincer des dents, mais je suis là pour ça, par la pêche de loisirs. Alors la pêche de loisirs, elle avait une légitimité il y a des décennies.
lorsque nous étions peu nombreux sur ce littoral, lorsque nous avions des bateaux sans moteur qu'on tirait l'hiver sur la plage, lorsqu'on avait de mauvaises cannes à pêche et du matériel très défectueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 5000 tonnes estimées pour les tonnages capturés par la pêche de loisirs. 150 000 pêcheurs amateurs en PACA. Beaucoup ont des bâtiments de pêche, enfin des bateaux de plaisance, qui sont dotés de sonars très puissants, de matériel très puissant, et ça sans aucun contrôle. Et là, on a affaire à une réalité, ça va être très difficile d'ailleurs à faire entendre, mais on a affaire à une réalité qui n'est pas tenable sur le court terme. Autre facteur, la pollution, la dégradation des écosystèmes. Alors dégradation par des apports de nutriments, les engrais agricoles, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que régulièrement on assiste dans le golfe de Marseille à des phénomènes d'eutrophisation, la mer devient verte, gluante, on a là bien un effet de ces apports en nutriments. Bien évidemment, vous pensez à l'émissaire des égouts de Marseille. Oui, certainement, d'autant que la station, même aménagée, même améliorée, même dotée désormais de bassins de rétention en cas de forte pluie, cette station, comme toutes les stations de Méditerranée, est incapable de filtrer les molécules issues des médicaments, par exemple. Ça, on ne sait pas faire. Et donc, on se retrouve avec des effets sur les espèces qui sont assez importants, en particulier les effets des hormones qui sont rejetées à la mer. Évidemment, j'imagine que tout le monde pense au bout rouge de la fosse de Cassidaigne. Alors là aussi, je vais faire un peu le provocateur. Je me demande personnellement si le panache turbide du Rhône, qui arrive régulièrement dans le Golfe, n'est pas à tout prendre plus dangereux que les rejets actuels des boues rouges, qui n'en sont plus d'ailleurs, ce sont des effluents liquides, dans la fosse de Cassidaigne. Je ne défends pas les rejets, mais on ne parle pas du panache turbide du Rhône. Je rappelle quand même que la pêche professionnelle est interdite dans le Rhône depuis maintenant 5 ans, tellement le Rhône est saturé de PCB. Or, les eaux du Rhône arrivent très régulièrement dans le Golfe. Alors évidemment, c'est un chantier qui est bien plus difficile à entreprendre que d'attaquer une société qui certes est une transnationale, mais qui ne rêve que d'une chose, c'est de fermer son unité de production de Gardanne pour l'installer ailleurs, dans un pays du Sud en particulier. Alors, des contaminants, organochlorés, PCB, qui nous font prendre conscience qu'il est absolument temps de changer le logiciel de développement de la Méditerranée si on veut sauver la ressource. Alors, quelle perspective? Est-ce que les choses sont désespérées? Ce que je vous ai dit peut sembler désespérant. Or, lorsqu'on examine en fait l'évolution du milieu sur la très longue durée, on s'aperçoit que les espèces ont des capacités de résilience extraordinaires, que le milieu a des capacités d'adaptation et que rien n'est jamais définitif. Il y a des mesures. Il y a des mesures qui pourraient aujourd'hui apporter un mieux aux pêches professionnelles et à la ressource. Ce sont d'abord des mesures institutionnelles. La Méditerranée est une mer dans laquelle on peut pêcher sans quota. C'est incroyable. Vous entendez parler des quotas de pêche en permanence pour l'Atlantique. La seule espèce qui est soumise à quota en Méditerranée, c'est le thon, depuis pas très longtemps. Le résultat, vous le voyez, c'est qu'il y a reconstitution des stocks. Donc l'urgence, la première urgence, et ce que devrait prendre à bras le corps, alors ça se dit, ça se fait, ça tourne, c'est une affaire qui est en cours. La première urgence, ça serait de mettre en place des plans pluriannuels de gestion des pêches avec des quotas par espèce, en discussion avec les pêcheurs, pas sans eux, mais on ne pourra pas, je crois, y couper. Alors, deuxième perspective, on nous parle beaucoup d'aquaculture. Je dirais que des interrogations demeurent sur la question de l'aquaculture. Elle est parfois présentée comme l'avenir de la pêche provençale. Alors,
je me félicite, comme vous, hein, de la production à Pomègue de bars et de dorades certifiés bio. C'est une très bonne chose. Ça crée des emplois, ça garnit nos assiettes. Mais que je sache, et vous me détromperez peut-être, mais la nourriture de ces poissons certifiés bio, elle est bien constituée de farine de poisson. Or, si on regarde l'évolution des pêches mondiales depuis 30 ans, ce que l'on a gagné grâce à l'aquaculture en termes d'approvisionnement des marchés alimentaires, on l'a perdu dans les pêches mondiales, dans les pêches de capture. Le bilan, il est égal. Vous produisez plus de poissons d'élevage, vous pêchez moins parce que vous détruisez les stocks de poissons, en particulier de petits pélagiques, pour faire de la farine de poisson pour nourrir le poisson d'élevage. Là, il y a un système qui me semble peu durable et qui pourrait être amené à changer. Je crois qu'il y a des recherches en cours pour essayer de nourrir le poisson autrement. Pour le moment, on n'en est pas là. Je crois aussi qu'il est indispensable, plus que jamais, de défendre les pêches artisanales. Défendre les pêches côtières artisanales. D'abord parce qu'elles produisent peu de carbone. Ce sont des pêches de proximité. Elles maintiennent une économie diversifiée sur nos littoraux. Elles maintiennent une identité forte en Méditerranée. Vous imaginez un port de Méditerranée sans pêcheurs? Alors, dire cela, ce n'est pas donner un blanc-seing à la pêche côtière. La pêche côtière, j'ai essayé de vous le montrer, pendant des siècles, elle a abusé de la ressource. Lorsque les pêcheurs marseillais se servaient de la croix de Saint-André pour pêcher le corail dans le Golfe, ils faisaient subir au milieu des violences absolument inouïes. Il n'y a rien de plus destructeur qu'une croix de Saint-André. Ça, c'est une pêche ancienne. Et ce n'est pas une pêche recommandable, on est bien d'accord. De la même manière, on a parlé du chalut. Lorsque on a vu le chalut se multiplier à partir du XVIe siècle sur nos littoraux, on a vu le résultat. Mais il y a donc un devoir d'inventaire à faire. Et c'est en ça aussi que le travail de l'historien, il me semble important. Il y a un devoir d'inventaire. Mais lorsqu'on fait ce devoir d'inventaire, on s'aperçoit qu'il y a des techniques anciennes qui sont relativement peu dommageables pour l'environnement. Ces techniques anciennes, ce sont par exemple les madragues. Les madragues sont des pièges sélectifs. Ce sont des pièges sélectifs, ce sont des pièges en plus qui constituent des réserves, qui empêchent le chalutage. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, le comité départemental des pêches dans le Var a imaginé un projet de réintroduction d'une madrague dans le Var. Ça se fait déjà en Italie. Vous avez par exemple, là, il y en avait 10. Vous voyez la carte du golfe de Marseille au XVIIIe siècle, plus de 10 madragues dans le golfe. Alors elles ne sont pas à l'échelle, là, elles sont évidemment exagérées pour qu'on les voit, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui existait et qui n'existe plus du tout. Or, ces madragues fonctionnent. Elles peuvent être un complément d'activité pour les pêcheurs. Ici, vous avez une photographie qui a été prise à Camoli, à côté de Portofino, en Italie. Et à Camoli, ils ont préservé une petite madrague qu'on appelle une tonarelle, qui fonctionne l'été, en lien d'ailleurs avec un tourisme durable, c'est-à-dire qu'on amène les pêcheurs, les touristes assister à la levata du poisson, au moment où il y a la levée du filet. Et puis le soir, dans le port de Camoli, on sert le poisson certifié tonarelle dans les restaurants, et il y a une plus-value réelle. Une madrague qui est constituée uniquement avec des produits naturels. Vous avez de la fibre de coco, vous avez du chanvre. Donc il y a un effort, si vous voulez, de produire des engins de pêche qui soient dégradables, dont on puisse se débarrasser une fois qu'ils ont servi ou s'il arrive qu'on les perde. Bon, c'est la même chose que l'on peut dire à propos de ces cathédrales maritimes que sont les schraffies tunisiennes. Une charfia, c'est un immense piège à poissons spectaculaire qui existe sur les côtes orientales de la Tunisie depuis des centaines d'années. Et c'est une pêche qui est réellement respectueuse de l'environnement, très sélective, et qui protège y compris les herbiers sur lesquels elle est pratiquée. Alors, il y a des solutions pour des pêches durables, mais je terminerai là-dessus. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, qui doivent être posées dès le départ. D'abord, il me semble absolument indispensable de mettre en place un nouveau partage des usages de la mer.
la plaisance, c'est à elle que je pense, doit renoncer à occuper l'ensemble de la zone côtière parce que la mer n'est pas un parc de loisirs. Il faut rendre à la pêche professionnelle la maîtrise d'un certain nombre d'espaces. Aujourd'hui, il y a des traits de côte sur notre littoral provençal où certaines pêches ne peuvent plus être pratiquées. Les pêcheurs nous disent on ne le fait même plus. Parce que si on cale nos filets, on est certain de les voir détruits par les bateaux à moteur. Donc il y a là un vrai problème qui se pose, y compris d'ailleurs pour la réintroduction éventuelle de madrague. Une madrague, c'est 4 km de réserve. Donc 4 km dans lesquels vous ne pouvez pas faire du jet ski, vous ne pouvez pas faire du ski nautique ou autre kitesurf. Donc protéger la pêche professionnelle, contrôler la pêche professionnelle. La pêche professionnelle, elle doit se plier à un certain nombre d'exigences qui doivent être définies en lien avec les travaux des biologistes, en lien avec les travaux des ichthyologues, des halieutes. Développer les aires marines protégées et les parcs, ça fonctionne. Ce sont des pépinières de poissons. Ça fonctionne. Donc il faut, en Méditerranée, passer à une étape supérieure, en finir avec ces parcs de papier qui existent sur le papier mais qui dans les faits ne protègent rien, et accorder la priorité à la création de parcs avec des réserves réellement sous contrôle. Multiplier les récifs artificiels. Je suis très heureux de voir qu'à Marseille, c'est le cas. C'est un vieux projet qu'avait élaboré Paul Gouret dès 1894. Aujourd'hui, les récifs artificiels existent à peu près à l'endroit où les avait imaginés Gouret. Et on pense en mettre encore plus, en créer d'autres, ce qui est une très bonne chose. Et puis, une dernière idée, et j'arrêterai là-dessus, l'idée que rien ne se fera sans les pêcheurs. Il faut que les pêcheurs soient vraiment des acteurs des politiques de gouvernance de la ressource. Les pêcheurs professionnels, on peut les considérer comme des sentinelles environnementales. Jamais aucun de nos laboratoires pourra disposer des mêmes observations au quotidien que celles que peuvent nous fournir les pêcheurs. Ce sont des gens qui connaissent le milieu et qui sont à même de déceler la moindre variation de la ressource. Et ça, nous, on n'aura jamais les crédits, si vous voulez, suffisants et les équipes suffisantes pour rassembler autant d'informations que celles que peuvent nous apporter les pêcheurs. Il faut donc intégrer les pêcheurs dans nos programmes de recherche. Nous devons en faire des partenaires des programmes scientifiques. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que les pères de l'océanologie marseillaise, au XVIIIe siècle, Marsilly, un des premiers océanologues de l'histoire de l'océanologie, Charles-André Peyssonnel, Jean-André, Peyssonnel, ce sont des gens qui travaillaient avec une très grande proximité avec les pêcheurs locaux. Ils embarquaient sur les bateaux, ils avaient des vrais liens d'amitié. Marsilly, c'est quelqu'un qui, en 1720, envoie aux pêcheurs de Marseille un tableau pour décorer leur chapelle dans l'église Saint-Laurent, et il accompagne ce tableau d'une lettre qu'il signe avec mon amitié. Donc il faut se rendre compte de ce que cela veut dire à l'époque moderne. Ça a été le cas aussi d'océanologues plus récents comme Antoine Fortuné-Marion ou Paul Gouret, qui travaillaient main dans la main avec les pêcheurs. Je rappelle à ce propos, c'est une histoire oubliée à Marseille, et c'est regrettable, que Gouret avait créé à Marseille un musée des pêches. Un musée des pêches qui a existé moins de 10 ans, qui était un musée qui disposait de 5 salles et dans lesquelles vous aviez des instruments de pêche du monde entier d'ailleurs, des produits conditionnés, des choses tout à fait extraordinaires, des bâtiments de pêche qui étaient exposés. Et donc, je crois que d'une certaine manière, les programmes développés au sein du laboratoire d'Andoum vont dans ce sens et on ne peut que s'en féliciter. Je vous remercie.